d'avoir pris le temps de venir m'écouter sur votre pause déjeuner. Je sais qu'à votre âge, j'aurais peut-être eu d'autres occupations. La présentation va être assez rapide. Je vais rapidement me présenter et présenter mon parcours. Et puis ensuite, c'est vrai qu'avec un an de recul après la création de mon entreprise, il y a certaines choses que je ne referai pas pareil. J'en ai tiré un certain nombre d'expériences que j'ai rassemblées sous la forme de 10 petites astuces pour ceux qui veulent créer plus tard. Il y en a d'entre vous qui ont déjà une idée précise de l'entreprise ou de la start-up qu'ils veulent créer ici? Yes. Levez la main. Assez peu nombreux. Il y a des simples curieux qui sont intéressés par la création d'entreprise, mais sans vraiment savoir. Okay. Super. Et puis ensuite, on terminera par un temps d'échange. Je vous ciblerai un peu plus de questions, et puis j'essaierai d'y répondre de la meilleure manière. Alors, je m'appelle Alexis Quesnay, j'ai 29 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai suivi un parcours assez traditionnel. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle Guy-Esseg à Lille, d'entre vous doivent connaître. Et lors de ce cursus-là, j'ai eu la chance de partir 2 fois à l'étranger. Donc j'ai fait une 3e année à Bangkok, en Thaïlande, qui était assez sympathique, et j'ai suivi par un stage de 6 mois là-bas. Donc je suis resté vraiment 1 an et demi sur place. Ça m'a permis de découvrir un autre univers. Et ma dernière année, donc j'ai fait un 3e cycle en finance en Angleterre, à Nottingham, qui m'a permis d'obtenir un travail dans une banque. J'ai travaillé en tant que trader à Londres pendant 5 ans, jusqu'en décembre 2011, date à laquelle j'ai décidé de démissionner pour me consacrer à la création d'entreprise. Donc je suis rentré en France avec un projet qui n'a pas vu le jour, qui s'appelait Dimdom. Dimdom, c'est une location une ludothèque en ligne, si vous voulez. Donc le concept est simple, c'est de faire la location de jouets pour les enfants de 0 à 5 ans en ligne. Voilà, c'était un premier fail dans mon parcours d'entrepreneur. J'ai travaillé sur ce projet environ 3 mois avant de me consacrer à Ekotaco. Donc vous voyez le logo ici. Ekotaco, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un taxi low cost. En fait, on a bénéficié d'une opportunité juridique qui s'est présentée à nous. Je dis nous parce que je suis associé avec Maxime. Certains d'entre vous m'ont peut-être entendu lors des précédents déjeuners techniques. Donc Ekotaco, c'est un service de location de voitures avec chauffeur qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via une web application. Voilà. Ce qu'on propose très simplement, c'est de démocratiser le transport de personnes à la demande, parce qu'on s'est rendu compte que le taxi était complètement élitiste, c'était réservé au transport de malades qui était pris en charge par l'assurance maladie, ou bien au transport de professionnels dont l'employeur prenait en charge le transport. Voilà. Donc on s'est rendu compte que le citoyen lambda était complètement exclu du canal transport taxi, et on s'est proposé de rendre la mobilité à la demande accessible au plus grand nombre. On en reparlera plus tard, parce que je pense que je m'en servirai comme d'exemple lors des différentes astuces que je vous donnerai. Donc voilà, Ekotaco, ma 2e création. On a créé la société en décembre 2012, donc ça fait bientôt 1 an. On est 2 associés, Maxime qui gère toute la partie technique, qui est un dev, et moi donc avec ma fondation plutôt commerciale et financière qui gère toute la partie finance et business développement. Interrompez-moi au fil de la discussion si vous avez des points qui vous semblent pas clairs, parce que ça me paraît clair parce que c'est moi qui le dis, mais ça n'est pas forcément pour vous, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, 10 astuces pour créer sa start-up. La première, c'est si vous avez une idée, plutôt que de la garder pour vous secrètement et jalousement, moi je vous conseille d'en parler autour de vous. Et c'est vrai que le premier réflexe quand on crée son entreprise, c'est de se dire waouh, j'ai un business model qui va changer le monde, qui va révolutionner notre manière de vivre, de faire les choses, etc. Et j'ai pas envie d'en parler aux autres, j'ai envie de le garder pour moi parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée, tout simplement. Voilà. Alors dans les faits, à moins que vous travailliez sur quelque chose d'extra confidentiel, notamment technologique, avec des problématiques de brevets derrière, etc., auquel cas je ne vous conseille pas forcément d'aller alerter la presse que vous travaillez sur ces sujets-là. Si vous avez un sujet, je dirais, pas bateau, parce qu'on ne crée jamais une entreprise avec une idée bateau, mais un sujet classique, la première des choses à faire, c'est d'aller rencontrer votre entourage. Votre entourage, c'est vos camarades de promo, c'est vos amis, vos parents, vos cousins, etc. Leur parler de votre idée et essayer de voir si ce seraient des acheteurs, des clients pour vous potentiels, et quels sont leurs ressentis face à cette idée-là. Ma première erreur dans le projet Dimdom, qui était la location de jouets sur Internet,
Donc c'était pas du tout un milieu dans lequel j'étais dans la banque et je voulais aller dans les jouets, donc c'est ni queue ni tête entre guillemets, mais ceci dit, c'est pas forcément un problème. Le problème, ça a été d'en parler à très peu de monde, et comme j'avais un boulot qui me prenait beaucoup de temps avant, j'avais finalement peu de temps de me consacrer à cette idée de création d'entreprise, de ludothèque en ligne, et j'ai dû passer par la case d'émission pour me dire, ça y est, j'ai l'esprit clair, je vais pouvoir me consacrer à cette idée-là. Et même une fois que j'ai démissionné, une fois que j'ai eu plus de temps pour travailler sur le projet, c'est pas pour autant que j'en ai vraiment parlé à beaucoup de personnes autour de moi. Parce que je me suis un peu enfermé dans une spirale en me disant oui, c'est sûr, ça a marché, il y a un marché pour ça. Et sur le papier, l'idée elle est rendable, c'est-à-dire que quand vous avez des gamins, je suis bien placé pour le savoir, j'ai une fille qui est née il y a 2 mois, vous leur achetez des jouets qui coûtent 75 €, ils jouent 2 semaines avec, voire moins que ça, ils jouent plus avec l'emballage qu'avec le jouet, vous êtes obligé de racheter des jouets tous les 4 matins. Donc l'idée d'avoir une formule d'abonnement qui vous permet de louer des jouets sous formule de pack, par exemple 4, 5, 6 jouets, et puis les échanger tous les mois, tous les 2-3 mois, sur le papier ça a du sens. Dans les faits c'est quand même bien différent parce qu'il n'y a pas forcément le marché pour. L'enfant c'est quelque chose de sacré disons, pour les parents, donc on veut toujours lui offrir le meilleur, etc. Les frais de port on les supporte 2 fois. Alors, pas comme lorsqu'on achète un livre sur Amazon, où Amazon supporte les frais de port qu'une seule fois, il y a des frais de port aller et retour, il y a plein de petites problématiques comme ça, et il faut décortiquer le sujet avant de vraiment se lancer. Et c'est des réflexions qu'on aurait pu me faire si j'avais confronté mon projet à d'autres personnes avant de me lancer tête baissée. Donc premier point, parlez-en. Donc moi je suis probablement dans cette situation-là, où j'en ai parlé un peu tard, donc on m'a dit « mais t'es dingue, tu veux vraiment faire ça ?» Certains ont dû penser que j'étais un fou, certains me l'ont dit ouvertement. Deuxième point, c'est de se faire accompagner. Sur le même projet, donc quand je suis rentré en France en janvier 2012, je me suis mis à bosser tout seul dans ma chambre. J'ai passé 1, 2, 3 mois tout seul à bosser sur le projet, et c'était extrêmement négatif, puisqu'encore une fois, je m'enfermais dans la spirale, j'étais tout seul, j'avais aucun moyen de prendre du recul sur mon travail, et j'avais personne qui me conseillait ou qui pouvait m'entourer. Ce qu'il faut savoir, c'est que à toutes les différentes étapes de votre projet, si vous en avez un, il y a des structures, et notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui a quand même un terroir d'entrepreneurs qui a fait ses preuves. Il y a notamment ici des structures qui sont adaptées à chaque étape de votre projet. Que vous soyez en phase de pré-création, donc d'amorçage, d'incubation. Donc typiquement, je vais reprendre un peu le fil de l'histoire avec Ecotaco. Ecotaco, c'est un projet qui est né lors d'un Startup Weekend en mai 2012 à Lille. Donc j'étais venu pitcher le projet. Vous connaissez tous le principe de Startup Weekend ? Non ? Je l'explique très brièvement parce que je pense que ça peut être, si vous êtes là ce midi, ça peut vous être bénéfique. Startup Weekend, l'idée elle est simple, c'est de créer sa boîte en 54 heures. Donc vous vous inscrivez à un week-end, il y en a qui ont lieu partout dans le monde. Le dernier à Lille avait lieu il y a 2 semaines, le week-end dernier, 2 semaines. Hein. Enfin, jamais y participait. Le principe est simple, vous arrivez porteur d'une idée ou non. Si vous êtes porteur d'une idée, vous passez par ce qu'on appelle le fire pitch, donc vous êtes devant toute l'assemblée, vous avez 1 minute pour convaincre votre audience. Et si le projet, alors après il y a un système de vote, si votre projet est retenu, ce que vous faites le vendredi soir, c'est que vous recrutez une équipe de compétences diverses et variées, donc des designers, des financiers, des marketeurs, des développeurs, pour bosser sur votre idée pendant tout le week-end. Il y a une restitution qui est faite le dimanche soir, et il y a un jury de personnes qui sont soit des anciens entrepreneurs qui ont réussi, soit des personnes qui encadrent le monde de l'entrepreneuriat. Et bref, donc il y a un prix qui est décerné avec un podium, première place, deuxième place, troisième place. Et on a eu la chance d'être lauréat, donc de remporter la première place lorsqu'on a présenté le projet Ecotaco. Ça m'a permis de rencontrer mon associé, c'est la première fois qu'on s'est vu, c'était au Startup Weekend. Aujourd'hui, on a créé notre boîte, on est encore ensemble. Donc c'est un formidable outil pour faire du réseau. J'ai perdu le fil de mon idée. Alors Startup Weekend, première étape. C'est un bon moyen de faire du réseau, c'est un bon moyen de confronter son idée, de voir si elle suscite de l'intérêt, si elle suscite du buzz. Voilà. Suite au Startup Weekend, on est passé par une phase d'incubation chez Aura Technologies qui a duré 8 mois. Donc à partir de l'été 2012 jusqu'à décembre 2012, on était chez Euratech.
Donc là, pareil, formidable opportunité de faire du réseau. Vous imaginez un grand open space avec plein de projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le point commun, c'est quand même le côté technologique des projets. Mais disons qu'il y a plein de projets qui sont différents et qui sont incubés au même endroit, donc c'est super bénéfique. Je me suis fait des amis et un réseau qui est super, sur lequel je peux compter aujourd'hui à Euratech. Suite à la case d'Euratech, on est sorti d'Euratech parce qu'il n'y avait pas de bureau pour nous et on se lançait commercialement, donc il fallait sortir l'incubateur et prendre un bureau. On s'est installé en ruche d'entreprise, donc on est à la Haute-Gorge, juste derrière le campus. Encore une fois, la ruche d'entreprise, c'est quelque chose qui est cofinancé par la région. Vous bénéficiez d'un accompagnement, même si le loyer n'est pas gratuit, il est quand même moins cher que si vous aviez un bureau qui est pignon sur rue. Et vous avez toute cette facette d'accompagnement qui vous permet, encore une fois, de sortir la tête du guidon, de vous dire là tu fais fausse route, ou tiens, tu as telle problématique, il faut que tu ailles voir un tel, il faut que tu ailles voir un tel. Donc ça fait bouger les choses. Je ne dis pas que vous pouvez réussir sans passer par ces. Je ne dis pas que vous ne réussirez pas si vous ne passez pas par ces structures-là, mais disons que ça facilite grandement les choses et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc les incubateurs, les ruches d'entreprise, les ruches, il y en a 8 ou 9 sur le département, des incubateurs, il y en a presque le même nombre, si ce n'est plus, chaque même campus, université, école a le sien. Ensuite, il y a toute la partie financement. C'est sûr que quand on se lance avec peu de moyens, ça vaut le coup d'être accompagné financièrement. Il y a des plateformes d'initiative qui existent à Lille, je parle là notamment de LMI, dont on est lauréat depuis l'été. Réseau Entreprendre également, qui sont juste sur la Haute-Gorge, juste à côté d'ici. Donc il y a toutes ces structures qui existent et c'est vraiment bête de ne pas se tourner vers elles lorsqu'on a un projet et qu'on est en phase de création. Voilà. Que ce soit pour la partie accompagnement ou la partie financement. Et souvent les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'à l'EMI par exemple, on a obtenu un prêt d'honneur, mais on est également coaché par un chef d'entreprise qu'on voit une fois par mois. Et donc on l'a vu, on est lauréat depuis juillet, on l'a vu 3-4 fois, et à chaque fois on s'est pris des bonnes claques. La première fois on avait rendez-vous à 14h30, il est parti à 19h30, on n'a pas sorti de la salle, on était à 3 avec mon associé, et cette personne-là, et ça nous permet vraiment de nous faire nous rendre compte de choses dont on ne se rendrait pas forcément compte si on était la tête dans le guidon. Donc c'est super bénéfique de confronter son projet, d'avoir ces yeux extérieurs qui ont un regard un petit peu différent du vôtre sur votre projet. Voilà. La troisième, c'est vous avez beau avoir un produit sexy, il ne faudra pas oublier d'aller le vendre. Donc, quand on regarde Apple, par exemple, Tim Cook présentait l'iPad Air il y a quelques temps, qui disait qu'il y en avait en plein. Les produits d'Apple sont quand même vachement sexy. Alors que tout le monde en a, on n'a pas là-bas. Il y a quelques irréductibles comme moi qui sont encore sur PC, mais qui finiront par faire le pas peut-être. L'idée est que votre produit a beau être super sexy, qui répond vraiment à un besoin, et l'utilisateur peut vraiment trouver une véritable utilité au produit ou au service que vous avez créé, il faut aller annoncer au marché que ce produit existe. Donc nous, c'était un peu une découverte lorsqu'on a lancé EcoTaco. En plus, on s'est lancé à un moment où la location de voitures de tourisme avec chauffeur, j'imagine que ça ne vous dit rien aujourd'hui, mais c'est ce qu'on fait juridiquement. Donc c'est pas du taxi, on n'a pas le droit d'utiliser un taxi, donc c'est un service un peu différent. On entend parler de taxi clandestin dans la presse, etc. Enfin bref, on avait cadré, on avait réussi à designer notre produit et notre service pour qu'il soit attractif pour le client. Et donc on a lancé le service, je crois que c'était le 14 décembre 2012 il me semble, et jusqu'au 31 décembre il ne s'est absolument rien passé. Donc c'était une énorme découverte pour nous, ça faisait un an qu'on bossait sur le projet, ou un peu moins, on était vraiment impatients que ça sorte, et donc on a sorti le projet, on a attendu, il ne s'est rien passé. Il faut aller vendre notre produit, c'est des problématiques commerciales, si vous vendez par exemple en B2B, c'est des problématiques plutôt de communication si vous vendez en B2C. Nous on fait les deux, on a un positionnement vraiment très large. C'est-à-dire qu'on s'adresse aussi bien à des entreprises qu'à des clients particuliers. Dans les particuliers, on s'adresse aussi bien à la petite mamie qui ne veut plus conduire que à vous les étudiants qui sortez le jeudi soir pour faire la fête. Donc le côté commercial, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Et il faut prévoir un budget pour. Nous, on l'avait très mal budgété. On se dit, ouais, on va imprimer 10 000 flyers, ça nous coûter 200 balles et puis ce sera fini, quoi. En fait, il y avait un peu plus que 200 balles, il y a un peu plus que 10 000 flyers, il y avait des kakimonos, il y avait des opérations, machin, etc. Bref, il y a un véritable budget à consacrer à la communication, notamment en phase de lancement commercial. Je pense que c'est souvent
Alors peut-être pas si dans les associés de l'entreprise, il y a quelqu'un qui a une forte compétence commerciale. Dans notre cas, c'est justement la compétence qui fait défaut. Moi, je suis plutôt financier et à côté, j'ai plutôt un dev. Et donc, ce côté commercial, communication est un peu moins bien représenté dans le panel d'associés. Mais c'est souvent quelque chose qui est occulté en se disant on va mettre tout le pognon qu'on a sur le design, avoir une expérience utilisateur qui est top, avoir une appli qui tient la route, etc., etc. Et puis finalement, si on ne prend pas le produit, il y a personne qui l'achète. Je parle assez fort pour ceux du fond. Entourez-vous de talents. Désolé, je crois qu'il n'y a que 2 filles dans l'assemblée. On aurait pu prendre les calendriers des dieux du stade. Bref. Entourez-vous de talents. Ça peut paraître évident, bien entendu. Moi, je fais une petite remarque. Quand j'étais en banque, j'avais un métier qui était avec le cash qui était généré par ma business unit, on faisait vivre beaucoup plus que la dizaine de personnes qu'on était. Un métier qui était générateur de PNL, et on rémunérait un certain nombre de personnes qui travaillaient autour de nous, dont les fonctions support. Et par exemple, les RH, ça a toujours été pour moi, j'ai toujours une vision un peu négative des ressources humaines. C'est des minettes super sexy qui arrivent à 11h, qui prennent le café, qui repartent à 15h, qui sont toujours en rendez-vous, qui sont jamais joignables, etc. J'en passe des meilleurs. Et je n'avais pas compris l'utilité de ce métier-là au sein de la banque. En fait, il y a un énorme travail qui est fait, plus les entreprises sont grosses, plus le travail est important, dans la captation de talents. Voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve en face d'un stagiaire pour lui offrir un stage de truc ridicule, 2 mois, si ça se passe mal, au pire, voilà, on sera resté 2 mois ensemble, si ça se passe très mal, on arrête avant les 2 mois, mais c'est quand même rare. Mais ne serait-ce que recruter quelqu'un pour 2 mois, je me retrouve face à un véritable challenge. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, entourez-vous de compétences, c'est aussi bien en termes de stagiaires qui vont vous épauler en phase de lancement, parce que ça peut être des petites mains, ça peut être des personnes qui vont faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire parce que vous êtes pris par d'autres problématiques un peu plus importantes. C'est également les associés. S'associer avec quelqu'un qui est con, ça peut paraître évident, mais c'est pas forcément la même chose. Et vice-versa, quelqu'un qui est bon, en général a un bon boulot de salarié, c'est difficile de le convaincre, de lui dire tiens, viens, j'ai une super idée, pendant 2 ans, tu vas pas être payé, et après, peut-être, hypothétiquement, potentiellement, si ça se passe bien, tu gagneras un peu de sous. Il faut les convaincre, les mecs. Il y a un véritable exercice à faire. Notamment, je pense que la plupart d'entre vous sont des profils techniques. Il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt comme moi, qui font des écoles de commerce, qui sont un peu créatifs, un peu olé-olé, et qui ont des super bonnes idées. Ceci dit, entre l'idée et la réalisation, il y a un grand pas, et souvent l'association avec un profil technique est bénéfique, évidemment. Et pour aller convaincre un profil technique aujourd'hui, qu'on vient embaucher avant la fin de ses études, dans des grosses boîtes comme Atos ou ailleurs, de venir, de ne pas être payé et de travailler sur un projet de création d'entreprise, c'est pas facile. Donc s'entourer de compétences. S'entourer de compétences, ça peut être également, là on ne l'a pas encore fait, on essaye de le mettre en place chez Ecotaco, avoir un board de directeurs qui a des compétences bien spécifiques, qui peut prendre une part minoritaire du capital de l'entreprise ou même pas, c'est-à-dire faire ça de manière plus ou moins bénévole. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est très pointu en problématique de communication, quelqu'un en problématique financière, quelqu'un en problématique technique, et d'avoir 3, 4, 5 référents qu'on voit une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre, avec qui on se réunit, on discute des problématiques actuelles, et ça permet parfois de recadrer un peu le sujet. Dernière chose, c'est que lorsque vous allez vendre votre projet, que ce soit pour lever des fonds, parce que vous avez besoin d'accélérer votre développement, vous avez besoin que des investisseurs financiers rentrent dans votre capital, la première chose qu'on va regarder, bien sûr, c'est l'idée. La deuxième chose, c'est vraiment souvent les hommes, les associés. Ça, c'est vraiment une facette clé du projet, c'est que, à la limite, quelqu'un qui un business angel, par exemple, qui est un investisseur qui a un peu d'argent à titre particulier et qui met de l'argent dans des sociétés, va pouvoir avoir un très bon feeling avec des associés et pas les emmerder, entre guillemets, avec 10 000 business plans, 10 000 feuilles Excel avec tous les calculs, etc. Si le feeling passe, qu'il y a un plan un peu très clair, etc., c'est des opérations qui peuvent aller très très vite. Donc les hommes sont vraiment clés dans la création d'entreprise. Il ne faut pas se bourrer sur l'association, mais j'y reviendrai après.
aller à la rencontre de votre marché. Alors il y a deux écoles quand on crée sa société. Soit on fait un super PowerPoint et on commence à faire un roadshow, donc on rencontre plein de personnes, plein d'investisseurs potentiels, etc. Et on essaie de lever $1 million sur une idée, c'est-à-dire sans avoir sorti le moindre produit ou service. Soit on se lance avec ses petits moyens, c'est ce qu'on a choisi nous, et on sort une version bêta, plutôt alpha dans notre cas, parce que c'était encore vraiment les débuts, et on essaie d'aller rencontrer son marché le plus vite possible. De là, on en collecte un certain nombre de feedbacks utilisateurs. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir développer comme fonctionnalité à venir, etc., etc. Vraiment discuter avec ses clients, les appeler personnellement. Je pense que vous n'avez jamais eu la SNCF qui vous appelle pour vous dire votre pari il s'est bien passé. Nous on le fait, c'est-à-dire que est-ce que votre retour de soirée le jour s'est bien passé, est-ce que votre trajet pour aller à l'Équin s'est bien passé, etc. Le client se sent forcément valorisé. Et s'il a des choses à dire, il le dit. C'est pas un QCM oui, non, c'est plutôt des questions ouvertes qu'on leur pose. Est-ce que ça s'est bien passé, comment était le chauffeur, etc. Voilà. Donc aller à l'encontre de son marché, on pense que c'est vraiment crucial chez Ikotaco. Et ça permet, une des erreurs qu'on peut faire si on ne va pas rapidement à la rencontre de son marché, c'est que ça peut très vite coûter cher en développement, c'est-à-dire qu'on pense que le client a envie de ça. Donc on s'en va développer une fonctionnalité lambda pendant 6 mois, on la sort et finalement ça n'intéresse personne. Si vous travaillez par cycle court et par itération, c'est-à-dire vous sortez quelque chose, vous allez le tester sur le marché, vous revenez bidouiller, vous allez tester, etc., etc. Là vous risquez de gagner du temps et de l'argent au final, parce que s'il y a des erreurs, il y en aura forcément. À chaque décision, vous trouvez un carrefour et vous ne savez pas si ça va plaire au client. Vous vous doutez de ce qui va plaire au client, mais vous n'en êtes jamais sûr à 100% avant de rencontrer votre marché. Donc ça vaut le coup de le faire, de travailler vraiment par cycle assez court et par itération. Voilà. L'association est cruciale. Alors cette image n'est pas très corporate et je vous avoue que je l'ai trouvée sur un site de rencontre. Mais bon, ça exprimait bien l'idée que j'avais envie de donner, qui était que, c'est un peu ce que j'ai dit par anticipation il y a 2 minutes, que l'entreprise c'est vraiment une histoire d'homme. Donc il y a certaines personnes qui envisagent l'association dans une entreprise comme un mariage, mais c'est vraiment un petit peu ça. Et je pense que le jour où vous travaillez aux entreprises, vous passerez plus de temps avec votre associé qu'avec votre conjoint. C'est un truc à savoir. Bien savoir quelles sont les motivations des associés. Et s'associer avec des motivations qui sont différentes, ça peut être assez dangereux pour l'association. Au début, pas de souci, on ne se pose pas de questions puisqu'on est dans l'opérationnel, on a beaucoup de choses à développer, on est pris, etc. Assez rapidement, quand il y a des questions de fond, des questions qui vont impacter à long terme la vie de la société, si on n'est pas d'accord, ça peut tout faire péter en vol. Typiquement, les motivations peuvent être différentes. Ça peut être de gagner beaucoup d'argent, d'être le premier sur son marché, d'être le plus gros, d'être celui qui a le plus de notoriété. Voilà. Chacune répond à des motivations un petit peu différentes. Et donc il faut être bien clair de ça au moment où vous créez et que vous vous associez avec quelqu'un. Je parlais sur le nombre également. J'ai vu récemment une société où il s'était associé à 7 ou 8. Évidemment, quand on s'associe à 7 ou 8, les problématiques ne sont pas les mêmes que lorsqu'on s'associe seul, qu'on s'associe avec une autre personne. Bien prendre ça en compte. Est-ce que si vous créez à 3 ou à 4, est-ce que vraiment les 3 ou 4 personnes ont une volonté d'aller jusqu'au bout du projet? Est-ce qu'il y en a pas un qui va nous lâcher en route, etc. Donc forcément c'est plus difficile de gérer un nombre d'associés plus élevé. Travailler sur la complémentarité également. Si vous êtes 2 devs et que c'est un projet avec une grosse convention technique, ben c'est très bien, mais peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être qu'il manque la compétence commerciale ou financière ou autre. Donc la complémentarité, c'est vraiment quelque chose que... Alors, nous, ça nous ouvre pas mal de portes aujourd'hui, puisqu'on a vraiment des profils avec Maxime qui sont complètement complémentaires. On fait 2 choses différentes tous les deux, donc les tâches sont bien réparties en journée. Et quand on parle de stratégie, qu'on a des rendez-vous avec des coachs ou des personnes qui suivent le projet, ben on est à 2, et ça c'est des décisions qui sont prises à 2. Mais je dirais que le boulot quotidien, il est vraiment séparé, et c'est une bonne chose. On ne se marche pas l'un sur l'autre, on se fait confiance mutuellement dans les tâches qui nous incombent. Donc c'est assez bénéfique. Bien écrire également, donc avoir des statuts et un pacte d'associés qui soient écrits, rédigés et signés, c'est-à-dire on sait exactement
C'est un peu comme un mode d'emploi, c'est-à-dire on se retrouve dans telle situation, qui décide, qui a le pouvoir de décider, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Si on ne l'écrit pas, encore une fois, au début on part, on est tout content de créer ensemble, on part avec un grand sourire, 6 mois après, il faut prendre une décision assez importante, et on n'est pas d'accord, et si ça n'a pas été mis sur le papier, on ne sait absolument pas comment ça se passe, et en général c'est là que les associations se terminent dans les pleurs et les grincements de dents. Donc pensez à bien vous faire entourer comme ça coûte de l'argent, et en général quand on se lance avec un petit capital, 10 000 euros par exemple, c'est un peu ralent d'aller voir un avocat et qu'ils nous prennent 1 000 ou 2 000 euros pour faire notre pacte, etc. Ceci dit, c'est pas de l'argent perdu si le projet décolle par la suite. Voilà. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec les RH, mais ne pas négliger les fonctions support. Les fonctions support, c'est quoi? C'est toutes les fonctions qui ne sont pas dans l'entreprise, qui ne sont pas directement créatrices de valeur, mais qui contribuent directement au bon déroulé des opérations. Donc les principales que j'ai identifiées, moi, c'est l'administratif, le juridique, la comptabilité, et puis les RH dont on a déjà parlé. L'administratif, évidemment, si vous travaillez dans un grand groupe, que vous êtes une ramification d'une business unit qui vous demande d'être productif, vous êtes consultant, vous êtes développeur, de ce que vous voulez, l'administratif n'est pas trop présent parce que vous avez certainement une assistante de direction qui gère votre département ou quelqu'un d'autre qui gère ces problématiques-là. Là, quand vous êtes chef d'entreprise, il ne faut pas négliger le fait que quand il faut aller à la poste, quand il faut aller déposer des chèques à la banque, etc., c'est vous qui le faites. Toutes ces petites tâches peuvent prendre un certain nombre de temps précieux quand elles sont mises bout à bout les unes derrière les autres. Il ne faut pas les négliger, il faut essayer de les rassembler pour gagner un peu de temps. De manière plus importante, le juridique, on vient d'en parler avec les statuts, mais il n'y a pas que les statuts, il y a tout ce qui est rédaction des contrats commerciaux, le pacte d'associés, on en a parlé également. Il y a certaines choses qu'on peut faire soi-même, mais on peut faire également d'énormes bêtises si on ne se fait pas bien conseiller. Voilà. Encore une fois, ça prend du temps et de l'argent d'aller voir son avocat, de se faire conseiller sur telle ou telle problématique, mais ça, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. La comptabilité, c'est mon dada parce que j'ai vraiment, c'est une matière pour laquelle je n'avais pas forcément d'affection lorsque j'étais étudiant. Et là, donc j'ai réussi à ne pas en faire pendant 5-6 ans, et puis d'un coup, ça m'est revenu comme une claque dans la figure quand il a fallu, dans le premier mois, rentrer toutes mes factures, etc. C'est bien de le faire au départ si vous avez la capacité de le faire, si vous avez un minimum de connaissances dans la matière, parce que ça vous permet de comprendre un certain nombre de mécanismes. Alors je ne dis pas que la comptabilité ça reste des chiffres, et les chiffres on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Je ne dis pas que je suis en train de bidouiller mes comptes, etc. pour avoir l'air plus attractif auprès d'un investisseur, mais il y a une certaine part, un certain degré de liberté que vous pouvez utiliser pour avoir l'air plus attractif. Voilà. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Si vous avez, comme nous, un process qui fait que vous vendez beaucoup de transactions avec un panier moyen assez faible, forcément il y a un certain nombre de process à mettre en place pour automatiser votre fin de mois et que ce ne soit pas un casse-tête à chaque fois que vous clôturez un mois. Alors nous typiquement c'est encore plus compliqué que ça parce qu'on est dans une situation qui n'est pas prévue par la comptabilité française, qui est que nous on n'a pas le droit de facturer du transport de personnes chez Ecotaco parce qu'on n'a pas de licence de transport, donc on le facture au nom et pour le compte de nos chauffeurs. Aujourd'hui on a 12 chauffeurs, donc on a 12 comptabilités entre guillemets qui passent par la nôtre, mais qui sont 12 comptabilités bien distinctes. Je vous laisse imaginer le casse-tête lorsqu'on en aura 20, 40, 100, etc. Donc par exemple le mois dernier, donc ce mois-ci, j'ai fini ma clôture du mois d'octobre au 12 novembre. C'est-à-dire que j'ai passé presque la moitié de mon mois. C'était un mois un peu particulier, il y a eu beaucoup de choses nouvelles à mettre en place, etc. Mais ça vaut le coup, je pense, de prendre du temps sur l'automatisation d'un certain nombre de process pour qu'à la fin du mois, vous sortez 2-3 rapports sur Excel, vous les envoyez à votre comptable et il se démerde avec, entre guillemets. Il ne faut pas oublier de budgéter également pour ça. Aujourd'hui, par exemple, pour donner un ordre d'idée, on a un loyer qui nous coûte 500 € par mois au niveau du bureau. Le comptable nous coûte 300. Évidemment, le comptable, je n'avais pas prévu qu'il me coûterait 300 par mois. 300 par mois toute l'année, ça commence à faire un certain chiffre. Un peu comme la com et le commercial, il faut vraiment compter un budget et compter le pessimiste. Mais pour ceux qui veulent créer, compter 300 par mois dès le départ, pour des petits volumes, c'est à peu près ce qu'on vous demande. Je termine sur la compta, vraiment en faire juste assez pour comprendre tous les mécanismes et tous les rouages. À
partir du moment où vous industrialisez un peu votre process, passez ça au comptable, votre métier c'est plutôt de faire du business développement et d'alimenter la machine, faire du stratégique, mais pas forcément de mettre les mains dans le cambouis de ces fonctions support. Soyez résilient. Résilient et patient. Quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui résiste aux baffes qu'on lui donne. Les business plans sont d'expérience quasiment toujours optimistes. On dit qu'on ne va pas faire beaucoup les 3 premiers mois. Au bout de 6 mois, ça va commencer à vraiment décoller, il va y avoir du buzz, on va parler de nous. Au bout de 9 mois, on se paye un salaire. Au bout de 12 mois, on le double, etc., etc. On est millionnaire au bout de 2 ans, je caricature, mais en gros, les ambitions qui sont fixées dans les business plans sont en général vachement optimistes. D'ailleurs, à chaque fois qu'on est passé devant une commission, que ce soit par exemple pour LMI ou autre, on nous a dit ouais, les gars, votre chiffre d'affaires, on va le revoir à la baisse. Pas divisé par 2, plutôt 4 ou 10. Donc, ça, faut bien l'avoir en compte et se dire que de toute façon, il y aura un retard à l'allumage, à moins que vous créez dans une industrie qui est traditionnelle. J'ai par exemple des amis qui se sont lancés sur le photovoltaïque au moment où c'était vraiment en vogue, qui aujourd'hui font de la couverture, l'isolation des bâtiments, etc. Il y a un business model qui est tangible, qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on peut aller voir chez les concurrents comment ça fonctionne et avoir des chiffres qui nous permettent de dire oui, on pourra se payer au bout de 3 mois ou 6 mois. C'est des business models qui décollent assez rapidement. De toute façon, il y a de la demande, on ne les crée pas s'il n'y a pas les gens ne créent pas ce genre d'entreprise s'il n'y a pas une demande derrière. Mais c'est des business qui sont rentables assez rapidement. Si vous lancez un business dans les nouvelles technologies, vous avez forcément en général quelque chose de nouveau à apporter, dont le marché se passe bien aujourd'hui. Vous avez une problématique de communication et de commercial, il faut aller le vendre. Donc il y a toujours un retard à l'allumage qu'il faut vraiment prendre en compte lorsque vous avez un business model un peu disruptif ou un peu innovant. Donc, en général, les nouvelles techno tombent toujours dans l'un ou l'autre de ces cas. Il y a une incertitude de plus sur la viabilité du business model, c'est-à-dire qu'on se lance vraiment avec une idée, même si on va rapidement au contact de son marché et qu'il y a un bon répondant, il y a toujours une grande incertitude, une incertitude plus grande que si vous lanciez une boîte qui fait de la plomberie et du chauffage. Mais il faut être résilient parce que la vie d'un entrepreneur, elle va vraiment être rythmée par une alternance de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Alors je ne suis pas lunatique, mais il y a des soirs, je rentre chez moi, j'ai vraiment la patate, et des soirs, j'ai envie de tout arrêter, de reprendre un boulot de planquer et de payer à la fin du mois. Je caricature un peu, mais c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des bonnes nouvelles qui s'enchaînent, puis des mauvaises nouvelles, et puis il va falloir rebondir, il va falloir s'arrêter, il va falloir se relever et repartir. Et ça, je pense que c'est un certain tempérament à avoir. Et si on l'a pas, vaut mieux être préparé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer d'entreprise, mais vaut mieux être préparé parce que c'est assez flagrant, je trouve. Une des bonnes choses de ne pas créer sa société seule, c'est que lorsqu'il y en a un qui ne va pas, ou qui a moins le moral, qui croit moins au projet, en général, on est toujours en phase décalée. Donc il y a un associé qui soutient l'autre, et vice-versa, et quand l'autre recolle la vague. Ça, c'est vachement bénéfique dans ce sens-là d'être à deux. Soyez patient, je l'ai dit. Nous on a créé en décembre 2012. Normalement, aujourd'hui, on devrait être censé pouvoir se payer au moins un SMIC. On est vraiment loin du compte. On touche juste dans nos charges, c'est-à-dire qu'on paye toutes les charges qu'on a. Mais on est loin de se payer un salaire. On avait prévu de se payer un salaire beaucoup plus tôt que ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prévoir. Je ne dis pas qu'il faut aller voir le banquier en lui disant on ne va pas se payer pendant 3 ans, parce que ça, il va le regarder de manière très négative et dire ok, votre truc il est rentable, mais vous ne payez pas d'argent. C'est complètement biaisé. Donc prévoyez de vous payer assez tôt, en général entre 6 et 12 mois, c'est un ordre d'idée qui parle aux banquiers et aux financiers, mais soyez prêts personnellement à tenir plus longtemps que ça. Vous regardez votre situation personnelle, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, parce que c'est con d'avoir bossé 1 an et demi sur un projet et de se dire il me reste là j'ai vraiment beaucoup de quoi vivre, il faut que je bouffe le mois prochain, il faut que j'aille choper un boulot, et d'arrêter alors qu'on est à 3 mois d'un événement qui va faire que vraiment on va décoller, on va passer un palier, on va passer un cap, on va du coup avoir des investisseurs, etc. Personnellement, moi je m'étais donné comme deadline décembre de cette année, et j'ai négocié avec madame, une rallonge de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à juin 2013 pour vraiment ça décolle. Et l'incertitude elle est encore assez grande. Donc j'étais parti sur 2 ans. 2 ans quand j'ai démissionné et je vais partir plutôt sur 2 ans et demi.
Donc c'est vraiment quelque chose il faut en être conscient avant de se lancer, quoi, et se dire jusqu'où je peux aller, quoi. Voilà. Pour terminer, pas sur une slide négative, parce qu'il y a quand même plein de bonnes choses dans l'entrepreneuriat. La différence entre je vous parlais tout à l'heure de parler de son idée. Parler de son idée, en fait, c'est pas très risqué, parce qu'il y a finalement assez peu de gens qui iront jusqu'à l'exécution de l'idée. La différence entre un entrepreneur qui réussira et un entrepreneur qui restera rêveur dans son boulot, dans son CDI de salarié, qui dira « Ah tiens, j'aimerais bien faire ça, j'ai plein d'idées, etc. » La différence, c'est vraiment sur l'exécution. Tous les jours, il y a des trucs à faire, il faut les faire, et pas à pas vous avancez, et vous envoyez les résultats et les fruits assez rapidement. Le dernier message que je voulais vous donner, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Si vous choisissez de créer, je trouve que c'est un choix très courageux, parce que en étant étudiant, éduqué, en ayant fait les mêmes études, vous faites partie des 5 ou 10% de la population française qui n'auront jamais de problème de chômage, qui trouveront du boulot facilement, qui auront des carrières intéressantes, etc., etc. Donc c'est un choix, je pense que c'est un choix courageux, mais je dirais que c'est pas forcément mauvais de passer par un grand groupe. Moi je l'ai fait, et ce qu'on apprend dans un grand groupe, c'est des process, c'est des méthodes, c'est des manières de travailler. Après on est très souvent bridé en termes de pouvoir décisionnel, alors que là quand vous créez votre boîte, vous êtes le ciel est votre limite, hein. Vous faites ce que vous voulez avec les moyens qui vous sont impartis, qui sont les vôtres, mais je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et peut-être que la solution hybride, c'est-à-dire d'être passé par un grand groupe avant et puis ensuite de créer, ou vice-versa, c'est-à-dire créer quand on sort de nos études parce qu'on a finalement assez peu à perdre, et ensuite passer chez un grand groupe. En tout cas, d'avoir créé sa boîte, c'est quelque chose qui est valorisé par les employeurs, et que vous arriverez à revendre même si vous vous plantez. Voilà. En France, on a toujours ce côté, cette étiquette, je me suis planté, donc mon banquier ne voudra plus jamais me voir, je n'arriverai jamais à retrouver du boulot, etc. Vous apprendrez tellement de trucs en créant votre boîte, même si c'est une expérience courte, qui dure 6 mois, 1 an, je ne sais pas, vous aurez vraiment des choses à revendre lors des entretiens que vous aurez pour trouver un boulot par la suite. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Avant d'ouvrir les questions, tous ceux qui s'inscrivent avant 14h sur notre appli, là, on leur mettra un petit code promo de 10%. Donc l'adresse est tout en bas, app.ecotap.co. N'hésitez pas à aller vous inscrire. J'ai fait parier à mon associé que j'arriverai à 15 inscrits entre midi et 2, donc s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Tu penses que c'est pas mal de travailler dans un grand groupe? Moi, je me demande si c'est pas formalisateur. C'est-à-dire que quand on entrepreneur, c'est obligatoirement débrouillard. Tu vas imprimer des flyers, on va avoir pour 200 €, puis tu te rends compte que c'est beaucoup plus, du coup tu te débrouilles. Voilà, et je pense que moi, la crainte que j'ai, c'est que quand tu sors dans un grand groupe, tu as l'habitude de la facilité. Ouais, absolument. Et j'ai peur que tu t'enfermes dans cette. Si le premier mois, ça soit dur de revenir. Ouais, complètement. C'était un jeu pour moi aussi. Hein. J'étais dans un boulot où j'étais pas enchaîné à mon desk, 6h du matin à 18h, j'avais pas le droit de bouger, et aller aux toilettes, c'était toujours limite un obstacle. Entre le moment où je voulais aller aux toilettes et le moment où j'y allais, il se passait parfois 2 heures. J'étais sur les marchés, j'étais dépendant de mon outil de travail, de mes écrans, etc. Et j'avais un problème d'ordinateur, je décrochais le téléphone, je gueulais, il y avait quelqu'un qui venait vraiment dans les 20 secondes, qu'est-ce qu'il y a, Aujourd'hui, j'ai un problème d'ordi, je dois installer un Word, un machin, ça marche pas, je le fais tout seul, quoi. Non, c'est mon associé qui le fait. Mais parce qu'il est. On se retrouve dans une situation où on doit vraiment tout gérer de A à Z. C'est toi qui as la clé du bureau, quoi. Le matin quand tu ouvres, tu n'as pas d'eau dans la machine à café. Quand il n'y a pas de machine à café, tu te démerdes à t'en trouver une. Donc tu es dans une situation où tu as beaucoup de pouvoir, mais tu es également vachement plus acteur, et tu as 50 000 casquettes différentes, quoi. C'est pour ça que moi j'ai voulu faire le pas de la création d'entreprise aussi. Alors, je suis passé 5 ans par un grand groupe, ça m'a empêché de créer, et aujourd'hui voilà, je le vis très bien au quotidien. C'est pas du tout la même vie que j'avais avant, mais voilà, je le vis très bien. Je pense que si tu restes 10 ou 15 ans dans un grand groupe, avec un salaire qui va bien, etc., tu t'achètes ta maison, tu te maries, tu as des engagements financiers qui sont plus importants que lorsque tu démarres dans la vie.
oui, ça devient de plus en plus difficile de dire non et de renoncer à c'est en général à ton salaire à la fin du mois pour te dire, ben là, je pars d'une feuille blanche et pendant 2 ans, il ne va pas se passer grand-chose à part bosser comme un débile le soir et le week-end. Donc, je dirais que c'est une question de tempérament, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes vont vouloir préférer créer maintenant parce qu'elles savent que s'ils vont bosser chez Atos après, elles pourront bien en sortir. Et puis d'autres qui vont se dire, ah non, j'ai envie de faire mon expérience. Se faire un réseau également, parce qu'on rencontre, aujourd'hui ça ne me sert pas parce que je suis complètement sorti de mon industrie, mais on voit pas mal d'entreprises dont des salariés ont démissionné pour créer ensemble une boîte. La boîte dont je parlais tout à l'heure, la photovoltaïque, c'est une boîte qui s'appelle Sunelix à Lille, ils sont une quarantaine à peu près, créée par 2 amis, et ils étaient 3 à bosser ensemble, ils ont tous les 3 démissionné de leur agence, qui était dans ce domaine-là, pour créer leur boîte. Donc c'est aussi une source d'enrichissement et de réseau, quoi. C'est assez sympa. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, tout à fait. Mais chacun aura une réponse différente en fait, quoi. Ouais. En fonction de son tempérament et puis de sa situation personnelle aussi. Question ? Je vais pas tout dire. Ouais. Si vous quittez la ruche d'entreprise, si votre projet, si vous quittez la ruche d'entreprise, vous changez de logement en fait, plus ou moins. On change de logement. on change de bureau, quoi. Et du coup, il n'y a pas des pénalités financières si vous changez d'adresse? Pour une entreprise ? Ouais. Non, enfin, pas que je sois au courant. Mais... Après, il y a un impôt à la fin de l'année qui est dû, j'ai reçu hier, qui est directement, c'est l'équivalent de la taxe d'habitation, mais pour les entreprises, quoi. C'est directement lié au loyer que tu payes ton bureau. Tu peux sortir de la ruche pour aller payer moins cher ailleurs si tu te débrouilles bien. Hein. Après, c'est pas... Donc, la ruche... Juridiquement, si vous changez de ruche, vous parlez de payer quelque chose. Je suis pas au courant, mais j'ai pas encore changé d'adresse, on a vraiment créé, on était déjà là, donc je suis arrivé. Il y a d'autres questions ? Tout ce qui est ruche, incubateur, tout ça, ouais. C'est un coût ou est-ce que c'est... Alors l'incubateur, le principe de l'incubateur, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un loyer à titre gratuit, vous êtes hébergé à titre gratuit. Vous n'avez plus le droit, à partir du moment où vous déposez vos statuts, de bénéficier d'un loyer gratuit, parce que ce serait de la concurrence déloyale pour les autres entreprises qui sont dans le même cas que vous, même si vous êtes sur des business innovants, etc. Pour moi, vous n'avez pas le droit. Donc à partir du moment où vous déposez vos statuts, il faut prévoir le fait de commencer à payer son loyer. Après, les incubateurs sont plus ou moins flexibles. Chez Caloratech, il y a des boîtes qui se sont créées, qui sont restées un certain nombre de mois, voire d'années dans l'incubateur avant qu'on leur dise bon, maintenant ça va, vous prenez un bureau. Et il y en a vraiment des incubateurs, il y en a partout. Chacun sa. L'incubateur à la ruche, c'est pas que héberger. Non. Des services autour. Ouais, il y a un certain nombre de services qui sont différents en fonction de chaque truc, mais c'est des trucs tout bêtes, mais avoir une imprimante, une machine à café, machin. Tous ces services qui sont mis en commun à la disposition des incubés. Après, les ruches d'entreprise, donc comme je disais, c'est un organisme qui est financé par la région. Et chaque ruche a sa spécificité, c'est-à-dire que par exemple à la Pleine Image, on fait plutôt de l'audiovisuel. Ici à Vinalda, c'est plutôt de l'édition de logiciels. À Armentières, par exemple, c'est une ruche qui est dans une ancienne usine, il y a des semi-remorques qui peuvent rentrer, il y a 7 mètres de plafond, c'est plutôt du petit atelier ou des petites productions, quoi. Donc chaque ruche, notamment par sa situation géographique et ses locaux, a sa spécificité en termes d'industrie qui s'y installe. La ruche d'entreprise, on peut y rester 4 ans. Et souvent, à côté des ruches d'entreprise, il y a ce qu'on appelle un hôtel d'entreprise. Donc si vous voulez rester dans l'écosystème start-up, incubateur, machin, vous pouvez passer juste à côté d'un hôtel d'entreprise, vous n'êtes juste plus accompagné, mais vous êtes au même endroit géographiquement, et c'est vrai que c'est bénéfique. Il y a pas mal d'échanges qui se font par la proximité. Donc, alors, Attaque, il y a plein de boîtes qui sont dans le numérique. Forcément, on se crée un réseau dans ce milieu-là. Ici, en étant à Vinalda, on est à côté de l'université, des labos, de l'INAIA, etc. Donc, pareil, on a des échanges privilégiés avec ces organismes-là. Donc il faut vraiment regarder son projet, se dire tiens, où est-ce qu'il collerait. Et puis il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer, d'aller présenter votre projet à ceux qui dirigent
ces structures-là, parce qu'ils sont en général vraiment accueillants, la porte est grande ouverte, et ça peut vous permettre de faire avancer le projet. En fait, à chaque rencontre, par exemple pour la ruche d'entreprise, on passe devant un comité d'agrément, il y a une commission, machin et tout. Et ça se fait après le montage d'un dossier. Donc il y a eu plusieurs échanges entre la directrice de ruche et moi-même. Et finalement, le projet il évolue au fur et à mesure de ces échanges. Parce qu'il y a un regard extérieur qui nous dit ah, c'est marrant, moi j'aurais dit ça plutôt comme ça. Est-ce que tu as pensé à faire ça comme ça? Ah non, tu repars, tu travailles. Donc le projet il évolue au fur et à mesure des rencontres que vous allez faire avec ces gens qui ont en fait l'habitude de voir défiler des projets, qui vont pouvoir mettre le doigt assez rapidement là où ça fait mal, ou au contraire pousser le projet s'il est vraiment mûr. Sandra ? Bien, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai mon email perso, j'ai pas fait d'erreur, qui est là. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. De toute façon, on est vraiment de l'autre côté à la haute borne, donc si vous voulez boire un café ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus pour voir comment ça se passe d'un point de vue interne. N'hésitez pas. Merci. Alors, la semaine prochaine, il y aura encore une conférence. On est à toutes les semaines pour le moment. Donc, ça sera sur le Big Data, ça sera présenté par Thierry Follet, qui nous présentera toutes les spécificités du Big Data, qui fera une petite introduction avec des sessions de questions-réponses comme d'habitude. Voilà. Merci. Merci.